Lacan, nous et le réel, 88e séance. Vous écoutez? Oui, mais est-ce que vous y attrapez un petit quelque chose qui ressemble à du réel? Dans la difficile tâche de vous faire entendre ce soir, disons, quelque chose. On entend? On n'entend pas. Et comme ça, entend-on. Ça va? Bon, il ne vous a pas échappé qu'en ce moment, nous assistons à une sorte de bouleversement. Alors, il y en a qui s'imaginent que un monde change. C'est très exagéré, puisque vous savez qu'il n'y a rien d'autre au monde qu'un objet petit a, donc ça ne changera pas. Et c'est justement ça le propos de la psychanalyse, c'est de renvoyer à la dimension, non pas seulement subjective, mais la dimension du sujet de l'analyse. Parce que le sujet de la psychanalyse, c'est le sujet du signifiant, c'est pas juste la subjectivité. Mais malgré tout, donc, nous devons passer par cette subjectivité pour constituer, et au fond, l'analyse, c'est à ça que ça sert, constituer une éthique pour le sujet. Et nous allons ramener cette dimension de l'éthique à ses proportions les plus simples, c'est-à-dire un jugement sur l'action. Ça, évidemment, je vous renvoie à quelque chose que j'ai déjà dit, mais je le redis encore une fois ici. Ce qui m'a frappé quand ma fille avait 6 ans, Clara, c'est qu'à un moment, elle est venue me voir, elle m'a dit « Papa, pourquoi, jusqu'à maintenant, je ne me posais pas la question de savoir si ce que je faisais était bien ou mal, ou si ce que j'allais faire, alors que maintenant, je ne peux pas m'empêcher de me poser la question. » Et en fait, ça correspond à ce que Kant a appelé donc le jugement moral. Donc, évidemment, il semble qu'il n'apparaisse que tardivement, c'est-à-dire chez les enfants dans ce qu'on appelle l'âge de raison, vers 6-7 ans. Mais nous nous rendons compte qu'il y a déjà quelque chose à l'œuvre, puisque, comme nous l'avons déjà vu, il y a cette articulation signifiante que nous appelons mémoire qui fonctionne en nous et qui nous entraîne dans le défilé des signifiants tout au long de la chaîne signifiante sans que nous en sachions rien, en tout cas sans que nous puissions l'amener à une forme, disons, réflexive d'une conscience de soi. Donc les choses se passent déjà auparavant et à un moment, donc, l'enfant se pose la question du bien et du mal. Et cette science du bien et du mal, c'est justement la réflexion éthique que Lacan a poussé jusqu'à faire de la psychanalyse une éthique. Et donc en disant que maintenant, effectivement, grâce à la découverte de Freud, nous sommes beaucoup plus avertis sur ce qu'il en est de ce jugement sur les actions et le jugement que le sujet lui-même porte sur ses actions. Parce que bien sûr, si la mémoire est une loi, il y a une loi qui fonctionne, mais il y a une loi qui fonctionne la plupart du temps à notre insu, on peut dire, et pourtant, l'adage est célèbre, nul n'est censé ignorer la loi. Évidemment, quand on parle de ça, on parle des règlements du monde qui n'ont qu'un rapport d'horizon lointain avec la loi, mais il n'empêche que la loi y est du fait que le signifiant, et donc le désir, impose cette notion de loi, puisque tout simplement c'est du logos, et le logos c'est l'origine même de la loi. Logos, in fine, implique nécessairement la loi, et qui sont les lois du langage. Donc ce travail sur l'éthique, Lacan va aller très loin au point d'inscrire cette réflexion sur la science du bien et du mal au-dessus, ce qui ne veut pas dire au-dessus que les autres sont dépassés. C'est un peu le même principe qu'il y a entre la géométrie, disons, de Riemann et celle d'Euclide. Riemann ne dépasse pas Euclide. C'est juste qu'il fait d'Euclide une géométrie
particulière appartenant au champ de la géométrie de Riemann. Donc nous avons l'éthique, trois grands moments de l'éthique qui sont les moments antiques, disons, de l'éthique aristotélicienne, qui présuppose, on l'a vu, un souverain bien. Nous avons l'éthique spinoziste de Spinoza, et nous avons l'éthique qui se produit après la découverte freudienne de l'inconscient. Et c'est là justement où l'éthique se décroche de la morale, parce que morale, ça veut dire mœurs. Donc, une éthique du temps d'Aristote ne peut être qu'une éthique de maître. L'éthique du temps de Spinoza va être une éthique de ce qu'on peut appeler quand même un individu par rapport au commandement religieux. Et l'éthique du temps post-freudien, c'est-à-dire une éthique analytique, prend en compte cette fois la différence qu'il y a entre une dimension morale qui engage les mœurs, donc qui engage exclusivement des petits autres, au fond, puisqu'il s'agit, dans une morale, de s'interdéfinir dans ce qu'on peut appeler des droits et des devoirs. Je te fais ça, tu me fais ça, je te fais pas ça, tu me fais pas ça. Au fond, la morale se définit comme ça, comme un espèce de cadre de savoir-vivre où chacun doit obéir à un commandement dans une forme de réciprocité avec un petit autre. Or, ce que démontre Freud, justement, c'est que il y a un autre beaucoup plus radical que ce petit autre. Cet autre-là, qui est l'autre du langage, que Lacan va appeler le grand autre, hein, le lieu même des signifiants, est toujours déjà là et n'est pas à confondre avec le petit autre, bien que les deux instances soient indissociables. Elles sont indissociables, elles s'articulent l'une l'autre, mais justement, un des passages clés de la psychanalyse, c'est au moment du décrochage du petit autre et du grand autre. Donc ce moment donne souvent lieu à ce qu'on appelle une destitution subjective, puisque à ce moment-là, le sujet ne peut plus s'appuyer sur le langage qu'il a l'habitude d'utiliser. C'est-à-dire les mots fuient sous lui, il n'a plus la moindre prise sur ce qu'il dit, il ne croit plus du tout dans les mots qu'il dit, puisque là, quelque chose s'effondre. Et c'est pour ça que dans le discours de l'analyste, le discours analytique, donc ce qu'il y a en bas à droite, c'est S1, un S1 qui chute, un signifiant maître qui chute, c'est-à-dire ce qui a organisé jusqu'à présent la vie du sujet, eh bien ça ne tient plus, le langage lui-même ne tient plus. La tâche à laquelle l'acte psychanalytique donne son statut est une tâche qui implique déjà en elle-même cette destitution du sujet. Et donc ce grand autre-là est à distinguer, dissocier du petit autre, mais comme je vous l'ai dit, ils sont corrélés parce qu'ils l'ont toujours été. Par exemple, l'exemple le plus fameux, bien sûr, c'est au début de l'Iliade et aussi à la fin de l'Odyssée, parce que les anciens, un peu comme pour l'histoire de Potlatch dont j'ai parlé pour la première fois, ne sont pas du tout sans savoir ces choses-là. C'est juste que c'est exprimé différemment, parce que ça, c'est une question de morale, c'est-à-dire de mœurs. Nous n'avons pas les mêmes mœurs. Et donc, que ce soit Achille qui, dans le jugement d'Agamemnon, concernant la belle Briséis, voit Athéna, ou Ulysse rentrant à Ithaque, qui, dans le mendiant, voit Hermès, eh bien, il y a toujours cette notion-là du grand autre dans le petit autre, et cette capacité de dissocier, de les distinguer. Donc, au fond, ça nous ramène à la dimension vraiment psychanalytique et à la différence dans le croire à et y croire. Hein, puisque dans la parole de l'analysant, ce que l'analyste croit, c'est y croire à la parole, mais il ne croit pas forcément les propos que tient l'analysant. Donc c'est la différence entre croire et y croire, puisque il y a là une articulation du grand autre qui traverse l'analysant et
chacun de nous en sait plus qu'il ne le sait. Donc, et derrière chacun, il y a toujours ce savoir qui est celui du grand autre lui-même. Il s'agit de ne pas confondre celui qui parle avec par qui celui qui parle est-il parlé, par le grand autre lui-même. Donc c'est à partir de la distinction et de la dissociation du petit a et du grand A qui, ne l'oublions pas, hein, ça c'est une étape de l'analyse, l'étape décisive qui est vraiment celle du barrage du grand A, c'est que le grand autre lui-même est castré. Donc, hein, il ne s'agit pas de réinstaurer ici une instance morale supérieure, puisque justement, la critique de Freud, que reprend Lacan pour la mener un cran plus loin, c'est qu'il n'y a pas de souverain bien et il n'y a pas de grand autre consistant, plein. Et c'est même la condition de l'éthique, et c'est déjà dit et déterminé par Kant lui-même, à savoir que, au fond, toutes nos actions sont marquées, sont tachées, sont polluées par un intérêt pathologique. Même quand on se croit le plus gentil et le meilleur du monde, et qu'on fait les choses comme ça pour le bien de l'autre, eh bien c'est pas vrai. C'est qu'il y a derrière quelque chose qui est pathologique parce que nous faisons toujours quelque chose au nom de quelqu'un d'autre, disons, c'est pas forcément ce quelqu'un, une personne, mais qui commande. Et donc, de ce fait-là, la véritable éthique, l'éthique absolue, est une éthique où n'entre aucun intérêt pathologique, comme dit Kant. Parce que l'expérience nous montre que Kant est plus vrai. J'ai démontré que sa théorie de la conscience, comme il écrit de la raison pratique, ne se soutient que de donner une spécification de la loi morale qui, à l'examiner de très près, n'est rien d'autre que le désir à l'état pur, celui-là même qui aboutit au sacrifice à proprement parler de tout ce qui est objet de l'amour dans sa tendresse humaine, dans le rejet non seulement de l'objet pathologique, mais dans son sacrifice et dans son meurtre. Et pour ça, il s'agit de faire ce qui s'appelle donc la catharsis. La catharsis, c'est la purgation des passions, et c'est ce qui a lieu dans la Grèce antique avec ces personnages dont je vous ai un peu parlé la dernière fois, notamment Antigone, qui est peut-être la tragédie de toutes les tragédies. Et il n'empêche que, dans les tragédies sophocléennes, quand on les examine toutes les unes après les autres, il y a un élément qui revient à chaque fois, c'est que le héros, donc comme Antigone, là, se trouve ayant passé une limite, une frontière, et donc se retrouve dans ce que les Grecs appelaient athée, entre deux morts. Donc il y a la frontière de la mort, d'une première mort qui a été passée. Je vous rappelle que la première mort, donc, c'est la mort qui s'inscrit dans le cycle naturel de la génération, de la corruption et de la disparition. Et puis il y a la deuxième mort, donc celle qui est abordée par le marquis de Sade, et qui nous ramène donc vers la pulsion de mort freudienne, c'est-à-dire la possibilité d'effacer même qu'il y ait eu un jour quelque chose. C'est-à-dire qu'au-delà de ce cycle de répétition, de génération et de corruption, on efface tout et on reprend tout à zéro, et ça c'est ce qui s'appelle le créationnisme. Donc il ne peut y avoir d'éthique que créationniste. Hein, ça, c'est vraiment la découverte lacanienne, puisque aujourd'hui tout le monde croit le contraire. C'est-à-dire qu'on est dans une espèce de pensée molle, évolutionniste, sans commencement ni fin, etc.
c'est nier le réel du sujet, tel qu'il arrive déjà pris dans une chaîne signifiante, et donc il y a de l'infini et du fini. Et au fond, cette catharsis, cette purification, c'est la traduction de catharsis, c'est rendre pur, c'est d'abord une histoire de décantation et de hiérarchisation des plans. Ce qui appartient à un plan et ce qui appartient à un autre plan. Et évidemment, pour la psychanalyse, ça c'est vraiment majeur, puisque ce qui appartient au plan psychique n'est pas directement corrélé au plan logique. Parce que l'erreur qui est tout le temps faite, c'est de confondre le psychique et le logique. Par exemple, le mot psychosomatique. En fait, ça vous fait croire qu'il y a un écart entre le soma, le corps, et la psyché. Et qu'au fond, il y aurait une interaction problématique entre votre psyché et votre soma. Mais ça, c'est justement la négation de la division subjective originelle, puisque l'écart, la ligne, la fracture dont je vous ai parlé il y a 2 séminaires, ce sur quoi vient se poser le sujet pour recouvrir ce gouffre, ce manque abyssal, cette rupture, il n'est pas entre le psychique et le somatique, il est entre le psychique et le logique. Et le logique, le logos, c'est ça, la chaîne des signifiants. Alors, il y a une démonstration mathématique par laquelle Lacan fait comprendre ça dans son séminaire sur la lettre volée, avec la série des plus et des moins, où il montre ce qui appartient au registre du réel et ce qui appartient au registre du symbolique. Et donc nous sommes toujours, au fond, pris par un réel dont nous ne répondons que par rapport à la manière dont le langage noue notre jouissance toujours déjà perdue au corps. Donc c'est seulement à partir de là que peut se déplier une éthique digne de ce nom, c'est-à-dire une éthique qui ne sera pas immorale, mais qui sera à tout le moins amorale, dans un premier temps. Je veux ici des gens qui soient intéressés dans leur action, parce que comporte le changement essentiel de la motivation éthique et subjective qui est celle qu'introduit dans notre monde l'analyse. Là, nous rentrons dans ce que découvre Lacan progressivement dans son séminaire L'éthique, c'est-à-dire la dichotomie qu'il y a entre, d'une part, ce qu'il appelle le service des biens, et de l'autre, le désir. Il y a un antagonisme entre les deux. Et la manière dont nous pouvons resituer les choses aujourd'hui, et essayer de les développer un peu, pour vous aider, et pour m'aider moi-même, parce qu'évidemment le premier à qui je m'adresse, quand j'essaye de lire Lacan et de donner accès à ce qu'il évoque, lui, à travers, disons, le travail de la langue depuis très longtemps, hein, au moins en tout cas depuis Héraclite, mais je pense que ça va beaucoup plus loin, et ce travail-là sur la langue serpente et chemine de manière extrêmement lente et pénible à travers l'épaisseur de la connerie humaine, qui là alors est d'une sacrée épaisseur, et là maintenant on en a tous les tenants exposés devant les yeux chaque jour. Donc on ne peut plus échapper maintenant et croire qu'un tel, parce qu'il est arrivé à telle situation sociale, serait quelqu'un d'intelligent ou de visionnaire, etc. C'est pratiquement l'inverse. C'est-à-dire que la plupart des gens qui réussissent dans une société aussi malade, c'est qu'ils sont au moins aussi malades que la société. Sinon, c'est impossible. Parce que c'est impossible d'accepter la bêtise dominante. Donc, et pourtant, malgré tout, et c'est ça le travail de la psychanalyse, nous devons faire avec ce réel-là. Toute morale est à chercher dans sa provenance du côté du réel. C'est-à-dire qu'il n'est pas question pour nous de sombrer dans le
la rêverie marxiste de révolution avec je ne sais quelle égalité sortie d'on ne sait où, etc. Alors que ça n'existe nulle part. Et on l'a vu que, attention, hein, je différencie bien l'œuvre de Marx, qui est très intéressant à lire, avec ce qu'en font les marxistes, qui est vraiment la somme des mauvaises lectures de Marx dans une application délirante qui nie l'aliénation fondamentale de l'homme au langage. Donc, en redoublant l'aliénation par l'aliénation sociale, ça sert à oublier les déterminants originels subjectifs qui sont déjà notre aliénation et qu'on a vu avec le choix forcé et ce qui en découle. Alors, s'il y avait une véritable éthique, justement, elle serait dégagée de tout motif pathologique et aucun marxiste n'est dégagé de son motif pathologique, puisqu'au fond, s'il s'engage à ce point dans le gauchisme ou je ne sais quoi, c'est pour masquer et ne pas questionner sa propre dimension subjective, singulière, qu'il cache, parce que c'est là qu'il ne veut pas aller, et c'est là, justement, que le désir nous convoque. Puisque, en revoyant ce film-là de Peter Jackson sur le Seigneur des Anneaux, eh bien, il y a une très belle métaphore, là, de ce qu'il en est, d'un au-delà de la ligne, puisque les hobbits sont là, ils sont très gentils, très sympathiques, ils vivent leur petite vie où il se passe rien, hein, comme dans cette phrase où dans la vie tout peut arriver sur tout rien. Et là, il ne se passe rien, ils sont là, il y a des petites querelles de famille, ils font leur petite vie. Et puis il y a un au-delà de la comté, et cet au-delà, on peut dire que c'est la ligne où nous appelle le désir. Et peu sont appelés assez forts à passer cette ligne, à se confronter à cette frontière et aller au-delà de cette frontière. Mais au fond, nous sommes tous appelés, en tant qu'être de désir, c'est-à-dire être de parole, ça veut dire la même chose. Hein. Vous vous souvenez que le désir tel qu'il est pris dans son acception stricte lacanienne, psychanalytique, ce n'est pas à confondre avec les désirs. Hein. Le désir, c'est une désinence du dire, c'est-à-dire c'est ce qui va faire que justement, ce qui se définit comme le service des biens, qui fonctionne, lui, non pas sur le désir, mais sur le besoin, et non pas sur la logique, mais sur la raison, va permettre au sujet qui ne se confronte pas au désir de s'imaginer être du côté du bien, parce qu'ils répondent d'une certaine obéissance au règlement du monde qui leur tient lieu de loi. Mais la loi véritable, elle est du côté du désir, c'est-à-dire tu dois te confronter à ton désir parce que c'est là où intervient une notion, bien sûr, qui est de plus en plus niée complètement aujourd'hui et qui se retrouve, évidemment, comme tout ce qui est dénié, qui apparaît en plein réel en permanence, c'est-à-dire la mort. Bon, quand j'étais petit, il y avait... La mort n'était pas niée comme ça, c'est-à-dire que je me souviens dans mon immeuble où j'habitais, au début j'étais en Corse, bien sûr, en Corse on ne nie pas la mort, hein, le lieu où vont tous les Corses, c'est sûr, c'est aux enterrements. Ils se rappellent sans arrêt qu'ils sont mortels et que il y a quelque chose à voir là avec la mort, c'est notre finitude qui est là. Mais même après, comme mon père était commando et qu'il était muté à Toulon, ben dans l'immeuble où j'habitais à Toulon, quand il y avait un mort, il y avait une draperie, etc., avec un carnet noir où les gens venaient, ils se recueillaient, ils signaient. Aujourd'hui, il n'y a plus de mort nulle part, au point où, dans le lycée même où sont mes enfants en ce moment, eh bien, il y a eu un mort, un enfant de seconde qui s'est fait attaquer par 4 autres secondes. L'enfant était du lycée, il en a tué un sur les 4, donc, et personne n'en parle. C'est-à-dire que l'administration même du lycée a refusé d'en parler, etc. Tout est fait pour étouffer la mort. Et bien sûr, la mort, il y a plusieurs manières de parler de la mort. Mais là, la manière dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est notre point de butée, c'est la finitude. Et je vous ai dit la dernière fois que ce sujet qui se définit par ce qui s'oublie et qui oublie lui-même, il oublie notamment qu'il est un être mortel. Nous oublions que nous sommes mortels, que nous allons mourir. Mais au fond, s'il doit y avoir une éthique, c'est-à-dire un jugement sur nos actions, tout ce que nous faisons, eh bien, où est-ce qu'il prend le plus de puissance et de valeur, de vérité, si ce n'est au moment de la mort, du jugement dernier.
C'est à partir de là que je peux avoir une vision sur ce que j'ai fait de ma vie. Et c'est là où entre le futur antérieur, hein, le fameux, ce que j'aurais fait de ma vie. Donc je vous ai dit déjà que le désir et la liberté se conjuguaient tous les deux dans ce temps-là qui est le futur antérieur. J'aurais été libre d'aller vers mon désir parce que j'aurais désiré. Et le désir se situe au-delà de cette ligne. J'ai essayé de vous le dire au cours des 2 derniers séminaires. Cette ligne-là, elle est justement d'accepter de se confronter au-delà du principe de plaisir, principe de réalité, qui constitue un peu notre comté intérieur, hein, parce que le principe de réalité ne s'oppose pas au désir, il nous protège aussi du réel, en faisant en sorte que nous restions confinés en nous-mêmes dans un mode de vie où justement le désir est étouffé par la morale du service des biens. Donc c'est là où il y a une rupture et une opposition radicale entre la morale, là, et le désir qui, lui, est du côté de l'éthique. Donc, une éthique qui est la loi elle-même. C'est comme si on opposait les lois, les règlements, à la loi elle-même, puisque la loi, comme le dit Lacan, ce n'est rien d'autre que le désir refoulé. C'est-à-dire ce que nous refoulons de la société, ce que nous appelons le monde improprement, parce qu'il n'y a rien d'autre au monde qu'un objet petit a, le monde est immonde, sauf à y reconnaître son objet petit a et donc son fantasme, et à partir de là, se confronter aux conséquences de son désir, c'est-à-dire d'aller voir de l'autre côté. C'est là où intervient cette notion, dont je vous ai parlé la dernière fois, de la beauté. Parce que le désir, au départ, il s'accompagne d'une notion d'objet. Et dès qu'apparaît la beauté, en tant qu'objet, eh bien, le désir, lui, ne peut s'en approcher que sur le mode de l'outrage, comme on l'a vu. C'est-à-dire que ça ne peut pas rentrer dans le désir parce que c'est trop beau. Il y a quelque chose de trop, il y a un excès. Et nous sommes obligés alors là de passer donc, sur son envers, c'est-à-dire l'horreur. L'horreur qui nous... C'est conformément à la définition du beau de Rainer Maria Rilke, c'est-à-dire c'est le dernier rempart, ce qui nous amène le plus loin dans la possibilité de notre éthique, de considérer que notre désir lui-même doit se passer d'objet. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... C'est pas le désir d'un objet, c'est le désir en tant que désir qui laisse à désirer. C'est le désir toujours insatisfait du fait que cette insatisfaction devient satisfaisante, puisque c'est là qu'intervient la notion de sublimation. La sublimation, on a fait un séminaire là-dessus, on a déjà beaucoup parlé, mais ce que nous oublions dans la sublimation, c'est que au-delà d'un changement d'objet, il y a un changement de but dans la sublimation. C'est-à-dire que même si le ferment du désir repose au départ sur la sexuation, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'ordre de la coupure qui nous entraîne sur la voie de la recherche du partenaire sexuel. Et qu'on a vu que ce n'était pas donné par avance, le partenaire sexuel. Il y a plusieurs étapes à passer, notamment celle de l'Oedipe, qui est une étape décisive dans la psychanalyse, pour apprendre à choisir son partenaire dans l'autre sexe, parce qu'il ne s'agit pas que l'espèce s'effondre. Donc maintenant, aujourd'hui, comme nous sommes considérés comme surnuméraires, le discours dominant a basculé dans l'autre sens. Tout le monde essaie de rendre tout le monde homosexuel, c'est ce qui est absolument aberrant et délirant. Mais au fond, au départ, il y a quelque chose de vrai que dans cette sexuation originelle, il y a l'apparition du manque de l'autre. Et l'autre, au début, est objectivé, bien sûr, c'est un objet. Mais petit à petit, justement, par l'apparition du beau, qui nous amène au plus loin, beaucoup plus loin que le bien, sur le chemin du désir, puisqu'on l'a vu que le bien va nous ramener au service des biens, et il n'y a rien de pire que le bien de l'autre. Hein. Of course we need quarantines and all that. But for example, take Europe. We should act in a united way, helping each other with respirators, with masks, whatever it's.
Alors là, je pense à la trahison zizékienne, notamment, qui a fait semblant de connaître Lacan, mais en fait qui passe complètement à côté de Lacan, et qui est revenu complètement du côté du service des biens, au moment du covidiotisme, au premier moment. Et il est suivi évidemment par tous les crétins anglophones qui le suivent partout, qui répètent ses paroles comme si c'était une espèce de gourou connaisseur de Lacan, ce qui est faux, là, puisqu'on le voit. Il a dit, ceux qui veulent pas mettre le masque, en fait, c'est pour leur jouissance, blablabla. Un discours psychologisant qui est à l'opposé de la psychanalyse. Parce que son obéissance à lui, avec sa tête, avec sa grosse barbe et son petit masque bleu dessus, ridiculissime, ça, c'est justement parce que, au fond, le calcul que font ces gens-là, c'est qu'il y a moins de risques à être du côté des obéissants, et donc des lâches, que de se confronter à la castration. Parce que de l'autre côté, c'est là qu'il y a la véritable castration. C'est en se confrontant au monde du désir, c'est-à-dire à cette dualité qui est en nous entre imaginaire et réel médié par le symbolique et qui est sans arrêt pour nous marqué par notre propre division subjective à devoir assumer jusqu'au bout. Ça veut dire que tout laisse désirer. Non. Ben voilà. C'est là aussi où, puisque je viens de maltraiter un peu Zizek pour sa trahison, je veux lui rendre hommage aussi, parce qu'à un moment il a été très intelligent, c'était quand il a réhabilité le christianisme comme subversion par rapport à une perversion. Et là, ces textes étaient intéressants parce qu'il était immergé là-dedans, et là, il comprenait un peu quelque chose, tandis que là, le covidiotisme, le covidioclimatisme, toutes les idéologies là sont absolument à l'inverse de ce qu'il prône. Il veut se faire passer pour quelqu'un de subversif, de quelqu'un qui amène les sujets vers une émancipation, etc. Ça reste un stalinien, comme tous les gens qui ne sont pas passés du côté de la psychanalyse, c'est-à-dire qui ne sont pas allés au bout de leur analyse. Mais comment aurait-il pu y aller, puisqu'il a fait 1 an avec Miller, qui lui-même n'est pas allé bien loin, à part annoncer les textes de Lacan auxquels il ne comprend rien, et de se faire passer pour le co-auteur des séminaires, ça va pas bien loin, c'est du journalisme, hein, c'est rien d'autre. Donc tout ça pour dire que le désir, ce qui s'appelle réellement le désir, n'a aucune possibilité de faire un lâche, puisqu'il s'agit de se situer soi-même, et là où je ramène l'épisode chrétien, c'est que le christianisme, la vraie religion, comme dit Lacan, la religion révélée, c'est celle où Dieu lui-même ne peut plus rien pour nous. C'est-à-dire que nous sommes renvoyés à Eli, Eli, lama sabachthani, et le Christ qui dit « questionne ton cœur ». Donc il n'est plus question d'obéir à telle ou telle loi, etc. Tu ne sais pas, et tu vas quand même prendre ta décision, parce que c'est ton cœur que tu vas questionner. Comme Ulysse lui-même, qui questionne son cœur et qui lui dit « calme-toi », qui parle à son cœur, c'est-à-dire qu'il est livré à lui-même. Et donc là, il y a le véritable chemin de l'émancipation, et l'éthique analytique, c'est celle-ci, c'est de donner à chacun, chaque sujet qui vient, l'amener sur le point de la ligne où il doit passer lui-même et aller vers son désir. Alors, ça paraît dur, et c'est vrai que c'est dur. C'est une voie qui est difficile. Tout n'est pas rose sur le chemin de l'analyse, loin de là. Mais, je ne sais pas si ça constitue une compensation ou une satisfaction. Mais de toute façon, que vous le fassiez ou que vous ne le fassiez pas, vous devrez payer quand même. Pour accéder à l'autre sexe, il faut réellement payer le prix, hein, justement celui de la petite différence, hein, qui passe trompeusement au réel par l'intermédiaire de l'organe, justement à ce qu'il cesse d'être pris pour tel. Le vrai objet que cherche le névrosé est une demande. Il veut qu'on lui demande.
Il veut qu'on le supplie. La seule chose qu'il ne veut pas, c'est payer le prix. Parce que, évidemment, ce qui se passe, c'est que pour aller sur le chemin du désir, Freud est très très clair là-dessus, il n'arrête pas de le dire, il s'agit de payer quelque chose. Alors là, c'est très intéressant, c'est très 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 intéressant. Parce que dès qu'on supprime cette instance tierce, qui pour Freud n'est même pas un Dieu concret, réel, hein, c'est la place vide de Dieu. Mais au moins cette place-là, dès que nous ne sommes pas dans le respect de cette place-là, que nous sommes comme aujourd'hui dans une forme d'idéologie d'algorithmé du bulbe, c'est-à-dire que les choses se définissent toujours entre 1 et 0, pour ou contre, phile ou phobe, anti ou pro, etc., qu'il n'y a que du 2 en miroir, que des petits autres, eh bien c'est sûr, c'est la guerre de tous contre tous. La possibilité de réinstaurer ce troisième terme-là, c'est la condition de la psychanalyse, et c'est à partir de là seulement que se définit une éthique qui ne soit plus marquée par la conformation à une morale. Parce que l'éthique, même si elle est amorale, n'est jamais immorale. S'il n'y avait que des personnages éthiques sur cette planète, il n'y aurait pas besoin de morale, puisqu'il n'y aurait même pas besoin de monnaie ni de quoi que ce soit. C'est-à-dire chacun ferait les choses en fonction de la responsabilité absolue de son sujet qu'il prend en compte comme étant sa finalité. Donc à partir de là, il n'y a pas besoin de police, il n'y a plus besoin d'argent, il n'y a plus besoin de rien du tout. Il y a un système d'échange qui se fait comme on peut le faire avec certains dont on est sûr de l'éthique. Donc l'éthique n'est pas immorale, mais elle peut s'avérer amorale, comme c'était le cas là pendant le covidioclimatisme, où justement, vous voyez ce qui s'est passé avec cette infirmière là dont j'ai relayé le faux passeport vaccinaux, parce qu'elle savait que c'était de la merde ces vaccins et que tout ça c'était un empoisonnement généralisé. Eh bien, elle a été dénoncée par ses propres consoeurs dans le cabinet. Donc c'est pour vous montrer que, bien sûr qu'on peut en vouloir à des gens aussi méprisables et détestables que les Véran, les Macron, les Buzyn, et tout ce qu'on connaît là, les Castex. Mais, au fond, ils ne sont que le reflet de ce que nous sommes. Donc nous devons prendre en nous notre propre possibilité éthique. Et c'est ça l'apport décisif de la psychanalyse, c'est-à-dire de replacer le sujet non pas comme un moi, puisque on n'est pas dans le moi-je là, mais au contraire par ce qui s'absente et qui, étant dans une singularité absolue de responsabilité, rejoint l'universel. Là, nous sommes vraiment dans une éthique digne de ce nom. Alors, à la fin de son séminaire L'éthique, Lacan résume tout ce qu'il vient de dire en 3 points. Premier point, la seule chose dont on puisse être coupable, en tout cas dans la perspective analytique, c'est d'avoir cédé sur son désir. On va rester sur ce premier point pour l'instant. Après, on verra les deuxièmes et les troisièmes si on a le temps. Donc, premier point, avoir cédé sur son désir. Donc, dans un premier temps, il faut essayer d'écouter, pas projeter ce qu'on croit, mais écouter. Avoir cédé. Ça veut dire que nous avons toujours déjà cédé. Parce que, sinon, nous ne serions pas coupables. Pas au sens de coupable, nous avons fait quelque chose. Mais nous avons ce sentiment de culpabilité. dont me parle ma fille, par exemple, quand elle me dit « Pourquoi maintenant je dois me demander si c'est bien ou si c'est mal ?» C'est qu'au fond, même quand nous n'avons rien fait, il y a au fond de nous quelque chose qui traîne ce sentiment de culpabilité, qui a été bien sûr largement exploré dans l'œuvre de Kafka notamment. Mais cette culpabilité, c'est que nous avons toujours déjà cédé sur notre désir. En faisant quoi ? En acceptant de choisir, comme je vous l'ai montré dans le séminaire, pas celui d'avant mais celui d'avant, de choisir l'autre, c'est-à-dire le langage, plutôt que l'être. C'est-à-dire d'avoir subi cette perte et d'avoir choisi, donc, l'autre.
Nous avons choisi le langage, ce qui veut dire que nous avons choisi le mot en lieu et place de la chose. Ce faisant, nous sommes entrés dans le mensonge universel. Donc même si la vérité fait structure de tout discours, la vérité elle-même est menteuse. C'est-à-dire qu'elle parle au nom d'un mensonge, d'une substitution, c'est-à-dire un mot qu'on prend pour une chose. Donc on croit les mots. Alors évidemment, quand on n'est absolument pas dans la psychanalyse, les mots vont être tous chargés d'un poids de signification. Et le travail de l'analyse, c'est justement de dégager ce poids pour faire remonter la signification vers le signifiant. Donc c'est le premier mouvement de la psychanalyse. Et le signifiant montre dans la psychanalyse comment opèrent les mots. Et c'est là le champ analytique. C'est-à-dire que les mots n'opèrent pas selon la signification, puisque, comme dit Lacan, je peux faire dire à n'importe quel mot n'importe quel sens. Mais la manière dont fonctionnent les signifiants, c'est-à-dire la chaîne signifiante qui produit le sujet, puisque notre sujet lui-même est produit par le langage et par la chaîne signifiante, donc cette production-là nous amène à entrer dans la possibilité d'entendre le fonctionnement de cette chaîne signifiante. Donc là, on rentre dans le signifiant. Ça, c'est le champ analytique. Comment les mots fonctionnent pour créer du sens, ou ne pas en créer, ou déplacer. Et c'est là où on rentre dans la transposition, le déplacement, la condensation, l'inversion qu'il y a dans le rêve, la métonymie, la métaphore. Et bien sûr, le choix que nous faisons de l'autre, donc de choisir le langage, là, donc de choisir le mensonge, je mens au nom de la vérité, donc la vérité menteuse, nous amène à devoir assumer ce choix que nous avons fait, qui est un choix forcé. On ne peut pas faire autrement. Sinon, on reste psychotique, ou on meurt, ou on ne naît pas, ou... Et il y a quelque chose qui se passe et qui fait que ça peut pas aller. Donc, il s'agit d'assumer notre condition d'humain qui est d'être un être conformé pour la parole, pour le fait d'être un porteur de la parole. Pas seulement sensible à la parole, mais celui qui la porte, la parole. Donc, qui est capable de continuer quelque chose de l'ordre de la parole. Nous avons donc là trahi notre désir, mais une seule fois. C'est-à-dire que là où ça devient pathologique, c'est évidemment quand, au lieu de nous rendre compte là qu'il y a quelque chose qui ne va pas, comme tous les enfants le savent très bien. J'ai en tête cette image décrite par Dolto du petit garçon qui met toutes les chaussures de l'armoire à chaussures de ses parents dans la baignoire en disant il faut pas mettre les chaussures de papa et maman dans la baignoire, et qui petit à petit les met toutes dans la baignoire. Donc il y a quelque chose qui ne va pas entre la parole et le réel. Il y a une discordance, il y a un écart là. Et en fait tous les enfants le savent. Et donc il s'agit d'amener les enfants à soutenir leur désir, c'est-à-dire à assumer le fait que, ayant trahi une fois, trahi pour Freud égale, donc pour le ramener à une dimension mythologique, avoir tué le père. C'est que le père ne devient père réellement qu'à partir de sa mort. Donc au fond, en choisissant le mot, on vient marquer notre complicité dans la mort du père. Donc nous avons tué le père, donc coupables nous le sommes déjà. Mais ensuite, nous pouvons passer de cette culpabilité, que je pourrais dire coupabilité, c'est-à-dire qu'on puisse couper, à une suture, c'est-à-dire d'accord, j'ai trahi une fois, je pouvais pas faire autrement, mais maintenant je ne trahis plus. C'est-à-dire, je vais essayer de me situer donc dans la perspective du désir que je mets comme prioritaire au service des biens. Puisque, au fond, à un moment, ça va se poser, et ça s'est posé là, pendant le covidioclimatisme, à partir de 2020, c'était où je choisis le désir, où je choisis le service des biens. Et tous ceux qui ont choisi le service des biens, ils n'ont pas fini de payer, ni eux, ni leur descendance, parce que, de toute façon, qu'on choisisse l'un ou l'autre,
il faut payer, il faut passer à la caisse. Donc parce que c'est une dette, ça. Nous avons contracté une dette. Cette dette-là qui est de pouvoir jouir de la parole. C'est-à-dire que, au sens juridique du terme, la parole ne nous appartient pas, mais comme nous pouvons avoir une pièce ou un appartement dont nous jouissons sans en être les propriétaires, eh bien nous pouvons jouir de la parole. Et cette jouissance-là, elle fait appel au fantôme d'une jouissance perdue où nous étions imaginairement un, mais nous ne sommes plus un depuis longtemps. Et puis c'est impossible de refaire un. Hein, comme dit Lacan quand il se moque de l'étreinte, là on essaye de faire un, mais on n'y arrive pas. C'est impossible de faire un. Il y a toujours du 2 parce qu'il y a du 3. Et que le 3 préside au fait qu'un 2 puisse apparaître, et qu'à partir de là, nous puissions entrer dans la dimension dialectique du langage, qui nous place cette fois plus dans une sorte d'opposition fermée entre le service des biens et le centre désirant, mais qui nous permet de trouver, justement, par rapport à la tragédie, c'est-à-dire la catharsis et ce qui lui succède, la comédie, parce que c'est par là que commence la psychanalyse, même si Freud va être très marqué par la tragédie, et notamment par Oedipe, mais quand même son œuvre majeure, hein, le mot d'esprit, sa relation à l'inconscient, c'est quand même la comédie. Puisque la comédie, c'est l'autre côté, hein, parce que vous savez que la tragédie est marquée par la forme que prend le désir de toujours rater son objet, c'est jamais celui-là. Donc, le désir, lui, il est tragique parce qu'il ne renonce jamais à réussir et il rate tout le temps. Tandis que la comédie, elle se réjouit de rater l'objet tout le temps. Ça fait rire, c'est ça qui nous fait rire, c'est de voir quand même quelqu'un qui rate son coup en permanence, hein, comme Bibip et le Coyote par exemple, c'est un dessin animé qui fait beaucoup rire, parce que ça rate tout le temps, et là on est passé de l'autre côté, on est passé de la comédie. Mais c'est le même principe. Et au fond, le pire de tout, c'est ce qu'on appelle le pathétique chez Kant, c'est le tragicomique. C'est-à-dire que c'est quelque chose de comique, mais que la personne qui agit ce comique n'en est pas consciente. C'est-à-dire qu'elle est comique malgré elle, parce que on voit qu'elle est pathétique à vouloir se prendre au sérieux, comme les ministres là des gouvernements Macron et Macron lui-même, là, c'est pathétique. Donc, parce que il y a pas de sérieux, il n'y a pas de tragique, et donc, mais ça se voudrait être très sérieux, ça se prend très au sérieux, etc. Et donc, c'est comique. Et là, on est dans le tragicomique, donc le pathétique. Donc, je reviens, avoir trahi son désir. Donc, la seule chose dont on puisse être coupable, c'est ça. C'est d'avoir trahi son désir. Il n'y a pas d'autre culpabilité que celle-là, et nous l'avons toujours déjà trahi. Donc ensuite, il s'agit pour nous de nous positionner, et c'est là qu'interviennent donc les différentes étapes que nous avons à passer étant enfants, où, eh bien, nous ne trahissons plus. Et là, Lacan décrit magnifiquement bien les occurrences et les occasions de trahir son désir. Et c'est toujours, il dit, remarquez-le bien, que dans un pacte, faste ou néfaste, qu'il soit correct ou pas, il y a un pacte et il y en a un des deux qui trahit. Et l'autre, eh bien, se dit, bon ben, je ne vaux pas plus que ça, etc. Je trahis moi-même, et pas l'un plus que l'autre, etc. Et je me fonds dans le langage courant de tout le monde, et je ne veux pas faire de vagues, et je me retrouve pris dans quelque chose qui trahit mon désir, mais au nom du bien, bien entendu, au nom de l'autre bien, et pas de l'autre avec un A du désir, avec un grand A. Et donc là, en fait, dès que nous sommes entraînés là-dedans, c'est très dur de revenir. Alors il y en a qui reviennent par la psychanalyse, c'est-à-dire ils ont conservé cette possibilité d'articulation entre l'éthique et la morale, et donc comment passer d'une amoralité sans tomber dans l'immoralité, eh bien c'est justement le fait de passer de l'autre côté de la ligne et d'accepter de se trouver soi-même Hilflosigkeit, c'est-à-dire sans ressources, complètement perdu dans
un peu, vous vous souvenez le film là, quand il arrive dans le monde des ténèbres avec les chevaliers noirs, avec l'araignée, en fait, tous ces trucs horribles, le feu partout, etc. Il n'y a plus rien de sympathique ou de comestible là. On se retrouve vraiment de l'autre côté. Et comme dit Hegel, il s'agit de séjourner le plus longtemps possible auprès du négatif, sans se perdre et sans se laisser attirer dans cette jouissance létale jusqu'à en mourir, parce qu'il y a la mort, là, hein, on est au plus près de la mort. Et il s'agit d'y rester, de rester ferme, un peu comme Ulysse qui se fait attacher au mât de son bateau, pour rester, aller au plus loin de la séduction, de la tentation des sirènes, qui sait, ce chant sera létal pour lui, mais il veut s'y confronter, il veut aller plus... Et ce faisant, il renforce sa psyché. Alors à ce moment-là, s'il est resté assez fort dans ces circonstances-là, qu'il a séjourné auprès du négatif, eh bien, ce qui peut lui arriver dans la vie sera traité avec une meilleure distance, et la vie lui sera plus amie, en quelque sorte. Parce que, bien sûr, on ne peut pas dire qu'une vie est meilleure que telle vie, etc. Ça, c'est réservé au jugement de chacun à sa propre mort, hein. Mais disons, nous pouvons avoir du jugement de savoir qui nous fréquentons ou pas. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont absolument infréquentables, parce que ceux qui sont du côté du service des biens et qui sont eux-mêmes vous donnent des leçons alors que vous savez lire pertinemment dans leur psyché ce qu'ils sont réellement, là, c'est insupportable. Mais, au fond, ça ne nous appartient pas. Comme dit Junger, ils ont leur chose à faire, ça leur appartient. Mais par contre, vous pouvez rester dans votre rectitude éthico-morale qui est de rester fidèle à votre désir, et là, il y a un renforcement qui vous fait être dans une attitude où vous avez estimé, personne n'en sait rien, mais c'est un pari, que mourir pour son désir, c'est pas la même chose que de mourir pour rien, ou pour le service des biens des autres, c'est-à-dire sans que la vie n'ait aucun sens pour vous, hein. Donc là, vous avez donc le premier moment qui est de céder sur son désir, avoir cédé sur son désir, et c'est important que ce soit au passé, parce que ce crétin de Miller, une fois, il raconte que Lacan ne cédait pas sur son désir, etc., parce qu'une église était fermée, qu'il a essayé de pousser, d'ouvrir la porte de force, etc. Ça, c'est pas ça, céder sur son désir. Ça, c'est céder sur la jouissance. C'est pas la même chose. Lui et Bernard-Henri Lévy n'ont aucune idée de ce que c'est de ne pas céder sur son désir, puisqu'ils savent même pas ce que c'est que le désir. Ils n'ont aucun désir. C'est-à-dire qu'ils sont en pure jouissance en permanence dans leur principe de plaisir, principe de réalité. Là, ils plastronnent, mais il n'y a aucun désir, ça se voit, ça n'a aucun sens, leur vie. Donc, c'est leur problème. Mais pour nous, nous savons que le désir vous convoque à, comme on l'a vu la dernière fois, à retrouver quelque chose qui est de l'ordre d'un sacrifice des biens. Parce que c'est de ça dont j'ai voulu parler essentiellement dans le potlatch. Rudy a fait un excellent texte là-dessus. Il a parlé du potlatch de manière plus large, c'est-à-dire qu'effectivement, d'attendre quelque chose des dieux, etc. Oui, c'est vrai. Mais je voulais en parler juste sous l'angle de la destruction, de l'assumation de la destruction des biens, donc le service des biens, pour retrouver un peu comme tout a brûlé et il reste dans la trame d'un vêtement juste un tissu pelé où on retrouve la texture, la tessiture de quelque chose, et c'est ce texte-là, hein, à partir duquel, justement, je peux renaître comme un être de texte, un être de parole, qui ne s'oublie pas, qui ne s'oublie plus dans la profusion du service des biens. Le deuxième point, c'est la définition du héros. Le héros, tout un chacun qui, dans l'acte, s'engage seul et voué à cette destinée de n'être enfin que le déchet de sa propre entreprise. Le héros est celui qui peut être trahi en toute impunité. Ah, c'est très intéressant et très important aussi. Parce que pour faire appel à la référence
à laquelle Lacan se convoque là, donc c'est Philoctète, qui est un guerrier grec, gentil garçon, et qui veut partir à la guerre contre les Troyens. Il est très partant, comme tous les Grecs, les héros de l'époque, les guerriers, donc il faut y aller, on a un motif d'y aller, on y va, on va se battre, autant mourir sur le champ de bataille que d'avoir une vie sans intérêt. Donc on y va, mais lui, il a promis quelque chose à Héraclès, et on lui demande donc où sont les flèches d'Héraclès, parce qu'elles sont prépondérantes dans le fait d'espérer la victoire à Troie. Et il est pris entre deux, parce qu'il ne peut pas le dire, parce qu'il a promis Héraclès, mais d'un côté, il voudrait que ce soit les Danéens, les Grecs qui gagnent contre Troie. Donc il indique du pied. Mais c'est une parole. Il ne faut pas croire que la parole, c'est juste le bruit qui sort de la voix. Et donc, ce faisant, une flèche lui tombe sur le pied, il a une sorte d'empoisonnement, et ça sent tellement mauvais que sur le bateau, il abandonne sur une île pendant 10 ans. Et pendant 10 ans, il a une haine absolue, parce qu'il a été abandonné par les autres guerriers, et donc il nourrit une haine, et il ne cède pas, donc pendant 10 ans, sur son désir. Il reste là-dessus. Jusqu'à ce qu'arrive Néoptolème, qui arrive sur le même bateau qu'Ulysse, justement, à un moment, parce qu'ils ont vraiment besoin des flèches d'Héraclès pour gagner la bataille à Troie. Et là, bien, il se laisse faire comme un bébé, et donc, il trahit son désir, et il indique le lieu où sont les flèches. Bien sûr, il va mourir à Troie, et les Danéens, comme vous le savez, ont gagné la bataille, non pas juste sur le terrain, mais grâce à la ruse d'Ulysse et son cheval de Troie, qui n'est autre, bien sûr, que le langage lui-même, mais ça, on l'a déjà vu, on en reparlera une autre fois. Le langage, c'est ce cadeau empoisonné qui nous est fait au départ, et qui nous colonise intégralement, parce qu'on ne peut pas le refuser, et donc qui prend le pas sur nous, et qui nous domine intégralement sans que nous n'en sachions rien, sauf bien sûr à rentrer dans les défilés de la psychanalyse, et à comprendre la différence qu'il y a entre faire le poids d'une signification et la manière dont fonctionnent les signifiants dans le langage, ces signifiants qui déterminent notre sujet dans le défilé de la chaîne signifiante à laquelle nous sommes aliénés, qu'on le veuille ou non, ça ne change rien. Nous sommes aliénés. Donc voilà comment fonctionne donc le deuxième point, qui est que le héros, lui, du moment qu'il est trahi, là notamment par Néoptolème, qui est quelqu'un de noble, il est en même temps détrompé. Donc il ne peut pas être trahi, parce qu'au fond, il n'est plus dans le même registre que l'autre en tant que petit a. Il est renvoyé à son rapport qu'il a avec le grand autre, avec sa propre parole à lui. Donc ce n'est même plus une trahison. Il n'y a plus besoin d'entrer dans la trahison ou dans la vengeance ou je ne sais quoi. Alors que dans un premier temps, trahir son désir, donc si comme on l'a vu, vous ne réagissez pas et vous trahissez vous-même votre désir quand on vous a trahi, eh bien c'est que vous êtes lâche, vous vous comportez comme un lâche. Au plan du héros, ben c'est pas ça, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin de se venger, puisque c'est une détromperie, cette trahison-là. Il se rend compte que c'est pas à l'autre petit autre qu'il a fait, mais c'est au grand autre, à sa propre parole. Donc le héros, c'est celui qui peut impunément être trahi. Et là, attention, il y a une nuance très importante. C'est pas qu'il y a pas d'un côté les hommes ordinaires et de l'autre les héros. On ne peut être héroïque qu'en tant qu'homme ordinaire. C'est-à-dire qu'il y a en chacun de nous la possibilité de passer cette ligne à sa mesure, c'est-à-dire en fonction de son histoire donc, et en fonction du jugement éthique que nous portons sur cette histoire, notamment par le travail analytique, qui nous permet de mesurer l'écart qu'il y a entre ce que je veux et ce que je désire, puisque le désir va toujours subvertir la volonté
qui est de bien faire, c'est toujours du côté du bien. Ce que découvre en fait la psychanalyse, notamment Lacan, c'est qu'il n'y a pas de souverain bien. Bon, Kant l'avait déjà découvert, puisque le principe éthique de Kant est déjà énoncé en tant que tel « Du kannst, denn du sollst ». C'est-à-dire que l'action ne prend pas du tout en compte les contingences. Est-ce que je peux le faire ou pas, etc. C'est « tu dois, donc tu peux ». C'est l'inverse du discours capitaliste. C'est-à-dire, tu peux jouir, ben, jouis, vas-y, profite. Là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est être dans une dimension où c'est toujours autre chose qui est invoqué a priori que les potentialités. Alors bien sûr qu'après, il s'agit de tenir en compte, de prendre en compte, de tenir compte des contingences. Mais c'est pas a priori les contingences qui vont déterminer ce que vous devez faire. Mais c'est d'être déjà dans l'orbe du désir qui vous commande dans la chaîne signifiante, puisque le désir passe par les défilés du dire. Donc voilà pourquoi le héros qui est détrompé, là, n'est pas trahi. Donc il n'a plus besoin de se venger, puisque là, il est allé vers son désir. D'ailleurs, il a fait un combat remarquable, il a tué je ne sais plus lequel de héros troyen, mais il s'est battu très convenablement, et puis il est mort en héros, donc il a accompli son désir. Donc le héros, c'est celui qui peut être trahi impunément. Et la troisième, pour résumer donc l'éthique psychanalytique, le troisième élément qui apparaît dans la dernière leçon de l'éthique de juillet 1960, c'est... Alors là, peut-être je vais le lire parce que ça vaut le coup. La troisième proposition est celle-ci. C'est qu'en fin de compte, les biens, naturellement, ça existe. Leur champ et leur domaine, il ne s'agit pas de les nier, mais que renversant la perspective, je vous propose ceci. Il n'y a pas d'autre bien que ce qui peut servir à payer le prix pour l'accès au désir. En tant précisément que ce désir, nous l'avons défini ailleurs comme la métonymie de notre être. Le troisième point, donc, même si le mot n'a pas été prononcé, vous avez reconnu la jouissance. C'est-à-dire que, au lieu de se confronter à l'empire des biens, ce qu'on peut faire de manière un peu marginale, pour s'amuser un peu par rapport à la bêtise ambiante aujourd'hui, notamment avec une idéologie absolument délirante qui s'est emparée du monde. Bon, il y a un petit coup de frein et un petit coup d'arrêt avec le changement dû aux élections américaines, là, disons l'immense empoisonnement et l'immense délire concernant tout ce qui est infligé aux enfants va peut-être un peu se calmer, on l'espère en tout cas. Mais il ne s'agit pas, pour le sujet en analyse, de se confronter là-dedans. Sinon, nous serions dans cette espèce de fausse opposition marxiste, là, d'imaginer qu'il pourrait y avoir une société meilleure. Non, non. Il peut y avoir des sujets qui sont éthiques et qui font en sorte que, comme dans la célèbre phrase de un tramway nommé désir, là, on puisse compter sur la gentillesse d'un inconnu. Parce que il y a quelque chose de cet ordre-là qui est vrai. Mais la société sera toujours la société, c'est-à-dire nous apparaîtra comme notre refoulement. Et donc il s'agit pour le sujet non pas de vouloir changer les choses collectivement, c'est impossible. D'abord parce que lui, il n'est pas un collectif. Mais le sujet de l'individuel n'étant rien d'autre que le collectif, si lui, il fait quelque chose pour se retrouver en accord avec le désir dont il répond, parce que c'est ça le jugement éthique qui apparaît à la fin de la vie, c'est est-ce que j'aurais été en accord avec le désir qui me détermine. Donc si il est là-dedans, eh bien ça se paye. Ça se paye avec la jouissance. Et donc il transforme la jouissance
qui est un mal, puisqu'elle veut le mal du prochain, comme dit Freud très expressément dans Le malaise dans la civilisation, la jouissance qui veut le mal du prochain, eh bien là, il inverse son sens, il en fait un bien, parce qu'il en fait le sacrifice. Donc il sacrifie une partie de sa jouissance, ruineuse pour lui, afin de se concentrer sur la jouissance permise qui est produite par le mouvement même du désir, puisque le désir n'est que ce mouvement du changement, non pas seulement d'objet, mais du changement de but, dont on a un exemple dans la dimension apicale. C'est-à-dire que quand une branche monte d'un arbre, par exemple, mais que la branche chute un peu et que le bourgeon n'est pas au plus haut, eh bien c'est le deuxième bourgeon qui va prendre sa place, qui va s'ouvrir. C'est-à-dire que là, on assiste pas seulement à un changement d'objet, mais à un changement de but. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est inscrit dans la chaîne signifiante qui fait que, pour obéir à la loi, il ne faut pas confondre la place et ce qui vient occuper cette place. Et donc, le désir, il est toujours en mouvement, puisque c'est ce qui active la chaîne signifiante et ce qui fait que le désir veut toujours désirer le désir. Le désir désire désirer le désir. Et donc, nous sommes pris dans cette chaîne signifiante, et de ce fait, cette chaîne signifiante, qu'on le veuille ou non, va nous entraîner sur le chemin de la parole et va nous entraîner sur le jugement éthique que nous avons sur notre parole. Attention, c'est pas un jugement moral, hein, c'est pas l'espèce de connerie de Jospin, je dis ce que je fais ce que je dis, etc. Ça, c'est du pipeau politique, et on a bien vu là où ça a mené le monde. Non, il s'agit de réinscrire la dimension éthico-morale du grand autre, en tant qu'il est barré lui-même, comme dans le christianisme. Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien pour garantir la justesse de mes actes, si ce n'est le jugement de mon cœur, dont j'assume l'entière responsabilité de la parole. C'est de là que la vérité prend son statut. Sinon, c'est pas de la vérité, c'est du vrai et du faux dans un système formel de logique énoncée. Tandis que là, nous sommes dans l'énonciation, c'est le travail de la parole auquel amène la psychanalyse, et donc qui permet de faire de la jouissance quelque chose qui se met au service du désir, donc le carburant lui-même, comme la pulsion de mort, qui permet de désirer parce qu'il permet d'entraîner le sujet sur et dans sa parole à s'y situer dans l'assomption des conséquences à venir pour ce sujet lui-même dans le réel. Voilà ce que ça veut dire, payer le prix de son désir.